Je salue tout d'abord nos téléspectateurs que je suis heureux de retrouver pour cette nouvelle année au service de l'histoire. Alors, 2020 va être marqué par le 80e anniversaire du désastre de 1940. Nous aurons l'occasion de revenir à plusieurs reprises sur cet épisode malheureux de l'histoire de France, notamment au cours d'émissions à venir avec notre ami André Possokov. Mais en amont, je voudrais me pencher aujourd'hui sur les causes lointaines du désastre, puisqu'il a aussi été le résultat d'une succession d'erreurs politiques, diplomatiques, stratégiques. Et il a été aussi le résultat des insuffisances ou des faiblesses structurelles de ce qu'était la France de l'époque, dont les dirigeants n'ont pas eu une claire conscience du péril qui menaçait. Tout cela a été parfaitement analysé dans le fameux texte de Marc Bloch intitulé « L'étrange défaite ». Marc Bloch, le brillant historien, le célèbre médiéviste qui était capitaine au service des essences dans l'état-major de la première armée du général Blanchard. Il a donc vécu à chaud la déroute de 1940 et au cours de l'été suivant, il en a fait donc un livre, fruit de ses réflexions, dans lequel il s'efforce de proposer aux Français, à ses lecteurs, une sorte d'examen de conscience qui va bien au-delà des seules causes militaires de la défaite. Il s'agit d'analyser, de distinguer quelles sont les raisons profondes qui ont amené à cette catastrophe dans une France qui croyait rejouer en 1939 une guerre analogue, comparable à celle de 1914-1918, qui a été complètement surprise par la guerre éclair remportée par la Wehrmacht en mai-juin 1940. Alors pour expliquer les raisons de cet effondrement, il faut faire intervenir un certain nombre de données autres que militaires, et tout d'abord l'isolement dans lequel se trouvait la France au cours des années décisives de l'avant-guerre. La France était sortie victorieuse en 1918 du premier conflit mondial, une victoire sans appel à laquelle l'armée française avait pris une part tout à fait décisive, une armée qui avait commencé le conflit sur le modèle quasiment des armées du 19e siècle et qui l'avait terminé en tant qu'armée industrielle dotée de tous les moyens nouveaux nécessaires à la victoire. Cette victoire, elle avait débouché sur un affaiblissement durable de l'Allemagne, l'ennemi de la veille, l'Allemagne à laquelle la France avait pu imposer la politique d'exécution du traité de Versailles, pour reprendre la formule de Poincaré, avec l'occupation de Francfort et de Darmstadt en 1920, avec surtout l'occupation de la Ruhr en 1923, une Allemagne contrainte de payer de très lourdes réparations. C'était le résultat de ce fameux article 231 du traité de Versailles qui la rendait responsable de tous les dégâts subis par les États alliés et associés. Une Allemagne qui voyait son armée réduite à la portion congrue, une armée de 100 000 hommes sous-équipés. Une Allemagne qui se retrouvait sur le plan international au sortir du conflit complètement isolée. Alors au cours des années 1920, le rapprochement entamé entre les deux adversaires de la veille, à l'initiative notamment d'Aristide Briand, à partir de 1924, va déboucher sur une détente, une pacification avec le traité de Locarno de 1925, avec l'entrée de l'Allemagne finalement à la Société des Nations dont elle avait été initialement exclue. Et puis
Il faut bien voir aussi que les Français, dans une certaine mesure, ont été satisfaits du désarmement allemand, puisqu'ils ont évacué plus tôt que prévu la rive gauche du Rhin. Donc apparemment, au cours des années 20, les choses semblent évoluer positivement. On sait ce qu'il va en être par la suite. Les effets de la crise entamée en 1929 vont faire qu'au début des années 30, l'Allemagne complètement déstabilisée va tomber aux mains du Parti national-socialiste d'Adolf Hitler, avec toutes les conséquences évidemment que cela va avoir sur le plan international. Hitler qui va remporter sur ce terrain, après avoir stabilisé le pays, qui avait connu une véritable descente aux enfers sous la République de Weimar, eh bien Hitler qui va commencer à remporter un certain nombre de succès sur le plan extérieur, notamment lors du plébiscite de la Sarre en janvier 1935, où contre toute attente, les habitants de cette région choisissent de manière écrasante leur attachement à l'Allemagne. Hitler qui, en 1935, toujours, après l'annonce du doublement du service, de la durée du service militaire en France, va lancer le réarmement allemand en mars 1935, réarmement allemand devant lequel les puissances victorieuses vont rester impuissantes. Certes, une conférence se réunit à Stresa avec les Français, les Anglais, les Italiens pour créer une sorte de front commun par rapport aux nouvelles ambitions allemandes, mais quelques semaines plus tard, l'Angleterre joue son propre jeu en signant avec l'Allemagne un accord naval séparé. Quelques mois plus tard encore, en 1936, c'est le résultat du pacte franco-soviétique. L'Allemagne considère qu'elle est en droit de remilitariser la Rhénanie en mars 1936, sans susciter, là encore, de réaction. En fait, le Reich a retrouvé à ce moment-là une totale liberté d'action, avec tous les dangers que cela peut représenter, étant donné ce qu'est le programme à long terme de Hitler, programme annoncé dans Mein Kampf quelques années plus tôt. Alors face à ce nouveau danger allemand, il faut bâtir un système d'alliance solide, c'est la préoccupation évidemment du gouvernement français, mais là évidemment les choses se compliquent. En 1919, Clémenceau avait accepté le traité de Versailles tel qu'il était, parce que la France avait obtenu de bénéficier des garanties des États-Unis et de l'Angleterre en cas de nouvelle agression allemande contre elle. Seulement, on le sait, le Congrès américain ne va pas suivre Wilson, va rejeter la Société des Nations et va refuser de ratifier le traité de Versailles. Alors, ce retrait américain va faire que les Anglais vont adopter la même attitude, ce qui fait que les garanties données à la France en 1919 s'évanouissent instantanément, alors que l'isolationnisme va progresser pour longtemps aux États-Unis, notamment après la fin du remboursement des dettes contractées auprès de ce pays, fin du remboursement qui faisait écho à la fin du paiement des réparations allemandes à partir de 1932. Vers quels autres alliés se tourner? L'Italie, qui avait été à nos côtés à partir de 1915. Oui, mais en Italie, le sentiment prédominant, c'est en 1918-1919, celui d'une victoire mutilée. L'Italie s'est vue refuser tout ce qui lui avait été promis lors de son entrée en guerre, lors de la signature du pacte de Londres en avril 1915, tout cela va contribuer à la dynamique qui va porter le mouvement nationaliste de Mussolini au pouvoir en 1922, et donc il ne faut plus a priori compter sur l'Italie comme sur un allié sûr dans ce contexte nouveau. Le nouveau régime qui s'est installé à Rome, c'est un régime qui veut une révision des traités et qui considère que l'issue de la guerre n'a pas été pour l'Italie
satisfaisante. Cela ne signifie pas pour autant que l'Italie se rapproche à ce moment de l'Allemagne. On le voit bien en 1934, lors du coup d'État avorté du parti nazi autrichien, qui voit la mort du chancelier Dollfuss. Mussolini mobilise sur la frontière du Brenner, car il ne veut pas que l'Allemagne puisse réaliser l'Anschluss, dans la mesure où il entend mener une grande politique danubienne avec des États eux aussi révisionnistes tels que l'Autriche et la Hongrie. Et puis en 1935, l'Italie est encore aux côtés de la France et de l'Angleterre à Stresa, je l'ai dit, après l'annonce du réarmement allemand, mais tout évidemment va être remis en cause avec l'affaire d'Éthiopie, puisque les Anglais vont entraîner les Français dans leur politique de sanctions vis-à-vis de l'Italie fasciste, ce qui va faire que, malgré les efforts d'un Pierre Laval en 1935, eh bien l'Italie va finir par se tourner vers l'Allemagne. C'est l'établissement de l'axe Rome-Berlin en octobre 1936, la signature du pacte anti-Comintern avec l'Allemagne et le Japon en 1937, et puis ensuite en 1939, là, le pacte d'acier qui rapproche encore davantage Berlin et Rome, avec la perspective, en cas de conflit, d'une frontière des Alpes qu'il faudra cette fois défendre contre un État hostile. De plus, la guerre d'Espagne se terminant par la victoire du camp nationaliste, on peut avoir également des inquiétudes quant à la frontière des Pyrénées. Il n'en sera finalement rien, mais ça fait partie évidemment des incertitudes de la fin des années 30. Alors, faute d'alliance solide du côté italien, la France peut-elle compter à l'Est sur les nouveaux États qui se sont constitués à la faveur des traités, et peut-elle espérer reconstituer avec eux l'équivalent de ce qu'avait été l'alliance franco-russe de 1914. Alors il y a bien sûr la petite entente constituée de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Roumanie, mais cette petite entente apparaît bien fragile dans la perspective d'un gros conflit européen. Les pays concernés, notamment la Tchécoslovaquie, sont minés par des problèmes de minorité extrêmement lourds. Ils dépendent dans une large mesure de l'aide financière et militaire de la France. La Roumanie entretient des relations économiques étroites avec l'Allemagne. Et pour ce qui concerne la Yougoslavie, les choses se sont détériorées, notamment après l'assassinat à Marseille du roi de Yougoslavie Alexandre, puisque le régent Paul, qui prend la direction des affaires après lui, entame une politique de rapprochement avec l'Allemagne. Alors, on le voit, du côté de cette petite entente, il y a peu à attendre. Est-ce que la situation est meilleure du côté de la Pologne, alliée de la France, qui a conclu un pacte avec elle en 1920? L'évolution du régime en Pologne, l'instauration du pouvoir de ce qu'on appelle les colonels, un pouvoir militaire, va faire que la Pologne va entamer un certain rapprochement, une détente avec l'Allemagne en 1934. Et ensuite, quand on va arriver en 1939, la Pologne, trop sûre d'elle face à la menace allemande, va faire que France et Angleterre vont imprudemment lui accorder des garanties au printemps de 1939, garanties qu'ils sont bien en peine de mettre en œuvre, car ils n'en ont pas évidemment les moyens. On le verra d'ailleurs, puisque la Pologne sera mise hors de combat en l'espace de 3 semaines. Conclusion, la France n'a pas de ce côté d'alliés de revers. Alors on peut penser, bien sûr, à une nouvelle alliance russe avec la nouvelle
Union soviétique, mais il faut compter avec l'hostilité manifestée initialement à l'URSS révolutionnaire dans les pays occidentaux. Alors, Pierre Laval va bien conclure le pacte franco-soviétique en 1935, mais celui-ci restera en fait sans suite. Sa principale conséquence, ce sera de fournir un prétexte à Hitler en mars 1936 pour remilitariser la Rhénanie. Alors, reste évidemment la Grande-Bretagne, l'allié anglais dont l'intervention a été évidemment décisive en 1914. En effet, la petite Belgique, notre allié là aussi de 14, s'est empressée de proclamer sa neutralité en 1937 et a refusé, prudente, les garanties franco-anglaises en 1939. Donc une situation générale peu favorable, d'autant que la Grande-Bretagne songe d'abord et avant tout à ses intérêts nationaux, bien sûr. C'est clair après 1918, où elle s'agace des volontés, des initiatives françaises vis-à-vis de l'Allemagne. En 1935, elle signe l'accord naval que l'on sait avec l'Allemagne. Elle entraîne la France dans les sanctions lors de la guerre d'Éthiopie, dans les sanctions contre l'Italie, tout cela pour se rabibocher in extremis avec l'Italie à la veille de la guerre. Elle ne réagit pas, bien sûr, en mars 1936 lors de la remilitarisation de la Rhénanie. Elle ne s'intéresse pas plus que cela à la réalisation de l'Anschluss par Hitler en mars 1938 et en septembre 1938, Chamberlain revient extrêmement satisfait de Munich où viennent d'être signés les accords qui actent le démembrement programmé de la Tchécoslovaquie. Alors en mars 1939, avec la mainmise allemande sur Prague, cette fois les Anglais vont réagir, vont réaliser en catastrophe un réarmement tardif. Mais en tout cas, quand on arrive à l'été 1939, alors que l'Allemagne est alliée de l'Italie et du Japon, eh bien, France et Angleterre paraissent isolées, d'autant qu'Hitler vient de signer le 23 août le fameux pacte germano-soviétique qui garantit aux Führers de ne pas avoir à mener la lutte sur deux fronts comme en 1914. C'est donc une France tout de même largement isolée qui va être embarquée dans la guerre en septembre 1939. Il faut compter aussi avec des faiblesses structurelles qu'il convient de mettre en lumière. Faiblesse démographique d'abord. La France de 1939, c'est 40 millions d'habitants face à une Allemagne qui en compte 80. C'est une population vieillie. La pyramide des âges est extrêmement révélatrice de cette situation. Il faut ajouter à la population allemande de l'époque les annexions récentes de l'Autriche via l'Anschluss et la récupération des Allemands des Sudètes notamment. Donc une situation démographique extrêmement défavorable dans le cas de la France. En plus des convictions tout à fait infondées concernant le profil qui va être celui de la guerre. On est persuadé d'abord que la guerre sera longue. On rejoue le scénario de 1914. On est persuadé que le blocus naval qui sera possible du fait de la supériorité en ce domaine de l'alliance franco-anglaise va épuiser l'Allemagne, va l'étouffer comme il était parvenu à le faire au moins en partie en 1914. On est persuadé aussi que les ressources de l'Empire seront décisives. On se souvient bien des affiches fameuses « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Mais ces ressources de l'Empire ne compteront guère du fait de la rapidité de la victoire allemande. Alors,
tout cela fait que nous allons affronter le conflit dans les pires conditions, d'autant que sur le plan politique, le régime parlementaire de l'époque a montré ses limites. 41 gouvernements en l'espace de 20 ans, 5 gouvernements entre février 32 et novembre 33. C'est l'époque où Hitler est en train de conquérir le pouvoir et de s'y installer en Allemagne. Un régime d'une extrême faiblesse, avec un chef de l'État, un président de la République dénué de tout pouvoir. On se souvient la fameuse formule du général de Gaulle à propos d'Albert Lebrun, chef de l'État, encore fut-il qu'il y eût un État et qu'il fût un chef. Et puis les présidents du Conseil ou les hommes politiques qui tentent de prendre l'initiative, qui tentent une politique volontariste, vont se heurter aussi à l'opposition parlementaire. C'est le cas de Gaston Doumergue en 1934, qui échoue sur la question de ces décrets-lois. C'est le cas d'André Tardieu, qui avait une vision assez claire de ce qu'il convenait de faire pour la France, mais toutes ces tentatives sont de fait paralysées. Henri Michel pouvait ainsi conclure, le célèbre historien de la Seconde Guerre mondiale, la France ne possédait pas les institutions et la politique volontariste qu'exigeait la montée des périls. Le 1er mai 1924, Louis-Ferdinand Céline, qui n'est encore que Louis Destouches, interne qui poursuit ses études de médecine, soutient une thèse intitulée « La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis ». À l'époque de Céline, et aujourd'hui encore, peu de personnes, à part quelques spécialistes, se souviennent et connaissent la vie de Semmelweis. Alors que dans tous les esprits sont restés les noms de Pasteur, Fleming ou autres Charcot et Laennec. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. C'est toute l'histoire de Semmelweis que je vais vous raconter aujourd'hui. Le docteur Philippe Ignace Semmelweis est un médecin austro-hongrois, né le 1er juillet 1818 à Hofen, le nom allemand de Buda, qui ne sera officiellement uni à Pest qu'en 1873. Il a eu très tôt l'intuition des causes microbiennes de la fièvre puerpérale, une maladie infectieuse qui survient après l'accouchement chez les femmes et qui est mortelle jusqu'aux travaux de Louis Pasteur. Ce Semmelweis a introduit l'asepsie, c'est-à-dire l'hygiène, pour lutter contre les germes. Mais il n'a pas rencontré le succès qu'il méritait auprès de ses contemporains et en particulier dans le monde médical de l'époque. Semmelweis n'est pas né dans une famille de médecins. Son père était un commerçant prospère et Philippe Ignace est le 5e enfant d'une fratrie de 8. Monsieur Semmelweis a de l'ambition pour son fils et il a l'intention, il voudrait que Philippe Ignace devienne fonctionnaire dans l'administration autrichienne. Pour cela, son fils s'inscrit pour poursuivre des études de droit, d'abord à l'université de Pest, puis ensuite à Vienne, à partir de la rentrée 1837. Il ira d'ailleurs jusqu'à la licence de droit. Alors, Philippe Ignace n'aime pas du tout Vienne, ni ses habitants, et il écrit qu'il regrette Buda et que rien ne lui est agréable ici. Très vite, et sans vraiment prévenir sa famille, et en particulier son père, il décide de changer de voie et de renoncer à ses études de droit pour commencer des études de médecine. Il est dit qu'il a assisté, on ne sait pas exactement dans quel cadre, à l'autopsie d'une femme morte de la fièvre puerpérale et que cela a décidé de sa vocation. Mais Vienne ne lui va décidément pas. Il faut savoir que Semmelweis a un caractère plutôt ombrageux, très susceptible, et il souffre des moqueries des étudiants en médecine qui rient de son fort accent hongrois. Pourtant, après être revenu pendant 1 an à Pest pour poursuivre ses études de médecine, il considère que les conditions d'apprentissage sont meilleures à Vienne et il finit par y retourner dès 1841. Il a 23 ans. Il rejoint alors
alors la seconde école de médecine de Vienne, un établissement précurseur qui allie la théorie et la pratique, l'étude en laboratoire et la consultation des malades. Cette école reste un des plus fameux établissements d'études de médecine durant le 19e siècle. Vienne est un peu le centre en Europe, l'un des centres mondiaux du progrès médical. Semmelweis se lie alors avec plusieurs de ses professeurs, dont Karl von Rokitansky, Ferdinand von Ebra et Joseph Skoda, avec lequel il étudie les méthodes, ce qui est très important pour la suite, de diagnostic et les statistiques. En 1844, il présente sa thèse sur les vertus thérapeutiques des plantes médicinales intitulée « La vie des plantes », puis complète sa formation par une formation pratique en obstétrique. Enfin, il devient assistant en obstétrique à l'hôpital général de Vienne. Très vite, il va constater les ravages de la fièvre puerpérale. C'est une véritable calamité. Les femmes qui mettent au monde sont soumises à cette terrible épée de Damoclès. Elles risquent à chaque fois de mourir de cette infection affreuse qui se déclenche après leur accouchement, en particulier quand elles accouchent dans l'hôpital à Vienne, mais également dans toute l'Europe. À Vienne, à l'hôpital, il y a deux services. Un service dirigé par le docteur Bach, où la mortalité est de 3%, et l'autre dans lequel vient de rentrer Semmelweis, dirigé par le professeur Klein, où la mortalité est de 13%, jusqu'à parfois monter jusqu'à 20, 25, 30%. Les pavillons sont pourtant identiques, utilisent les mêmes méthodes, le même matériel, mais ne tournent pas en même temps. L'un est fermé quand l'autre est ouvert. Selon l'heure à laquelle la femme arrive, elle est dirigée vers l'un ou l'autre. Celle qui est accueillie au pavillon du docteur Klein a moins de chances de survie que celle qui est accueillie chez Bach. Semmelweis écrit « Une femme prise brusquement de douleur dans la rue se hâte vers l'hôpital et supplie au nom de sa vie qu'on ne la laisse pas entrer chez Klein ». Cet état de fait est tellement connu que certains médecins préfèrent accoucher leurs parturientes dans la rue que de les faire rentrer dans le service de Klein. Les commissions professorales ont beau se réunir, essayer de trouver la cause de cette terrible fièvre, mais elles n'arrivent pas à expliquer la différence de mortalité entre les deux services. Semmelweis, que le sujet intéressé depuis toujours, reprend le problème à ses débuts et retisse le fil des événements. Il décrypte, analyse en particulier les statistiques de mortalité, il regarde les dates, passe en revue les données chiffrées, ce que font les médecins, les pratiques des services. Au début, il va émettre plusieurs hypothèses. Il va dire que c'est la nourriture, on va penser à la position de l'accouchement, l'atmosphère putride, éventuellement des épidémies, mais rien. Il va le réfuter, toutes ces hypothèses. Rien dans ses observations ne vont confirmer ses premières théories. Il a l'intuition qu'il y a autre chose. Céline ne disait-il pas c'était un génie? Une chose est certaine, dans un des pavillons, ce sont des élèves sages-femmes qui accouchent les mamans, là où le taux de mortalité est inférieur. Dans l'autre, ce sont des étudiants en médecine. Et puisque ce service, en fait, sert à leur instruction. Semmelweis étudie avec soin les statistiques des deux cliniques. Il constate qu'à l'époque où le pavillon ne servait pas encore de lieu de pratique aux étudiants en médecine, la mortalité était identique entre les deux. Alors on a pensé à un moment donné que les étudiants en médecine étaient moins doux, étaient moins délicats avec les mères, mais encore une fois, cette hypothèse est éliminée. Alors, les autorités de l'hôpital, devant les remarques de Semmelweis, vont trouver une solution. Ils vont décider d'inverser le personnel des pavillons. Et que se passe-t-il? La mortalité suit les étudiants en médecine. On meurt davantage à ce moment-là chez Bach que chez Klein. Là où les élèves en médecine officient désormais. Que fait alors Klein, qui a pris ombrage du travail de Semmelweis? Les deux personnalités ne s'entendent pas du tout. Eh bien, Klein décide de se débarrasser de la majorité des étudiants. Alors évidemment, durant cette période, le taux de mortalité redescend un petit peu. Mais pourtant, cette mesure ne satisfait toujours pas Semmelweis, qui cherche toujours la vraie raison. Les rapports entre le directeur de service Klein et Semmelweis vont se tendre de plus en plus. Il faut dire que Philipp Ignaz Semmelweis n'a pas la manière. Il est très facilement vindicatif, méprisant. On lui reproche ses obsessions. Il a des réactions parfois un peu abruptes qui déconcertent ses collègues. Et Klein se plaint du manque de respect de Semmelweis à son égard. On pourrait dire aujourd'hui que Semmelweis n'est pas un très bon communicant.
Alors, Semmelweis, ensuite, en plus, a une autre opinion de lui-même. Hein. Il écrit « Le destin m'a choisi pour être le missionnaire de la vérité quant aux mesures qu'on doit prendre pour éviter et combattre le fléau puerpéral. J'ai cessé depuis longtemps de répondre aux attaques dont je suis constamment l'objet. L'ordre des choses doit prouver à mes adversaires que j'avais entièrement raison, sans qu'il soit nécessaire que je participe à des polémiques qui ne peuvent désormais servir en rien au progrès de la vérité. » C'est un événement dramatique qui va confirmer ce que pressentait Semmelweis, le lien entre étudiants et maladie, le lien entre les mains et la maladie. En 1847, l'un de ses amis, Jakob Kolletschka, qui est professeur en anatomie, donc qui pratique régulièrement et quotidiennement des dissections de cadavres, meurt accidentellement après s'être coupé le doigt lors d'une de ses dissections. Il a attrapé un germe qui l'a tué. Or, Semmelweis constate immédiatement que son ami présente les mêmes symptômes que les malheureuses qui meurent après leurs accouchements. De plus, l'autopsie de Kolletschka confirme la même pathologie. Semmelweis fait immédiatement le rapprochement entre la dissection des cadavres et la fièvre puerpérale. Pour le moment, à cette époque, les microbes ne sont pas encore connus, l'infiniment petit n'est pas encore connu. Mais Semmelweis conclut que les cadavres transportent sur eux une matière qui donne la maladie et que les mains des élèves médecins sont les vecteurs de cette transmission jusqu'aux femmes, jusqu'aux jeunes accouchés. Ces conclusions sont terribles. Ce sont les professeurs et les étudiants en médecine qui, passant directement des autopsies, ils manipulent des cadavres en salle d'accouchement, apportaient les germes tueurs aux pauvres parturientes. Le 15 mai 1847, une date que nous devrions retenir, Philippe Ignace Semmelweis demande alors aux étudiants de son service de se laver les mains avant d'aller accoucher les femmes, une chose qui me semble absolument classique aujourd'hui. Il demande même à son propre patron, Klein, de faire la même chose. Il le prend très mal, le docteur Klein. Il demande de le faire à l'aide d'une solution d'hypochlorite de calcium. Immédiatement, même si sa demande est acceptée de mauvaise grâce, on ne meurt pratiquement plus dans le service de Klein. Semmelweis vient d'inventer l'asepsie, cette méthode préventive utilisée pour éviter toute infection microbienne. Il le fait avant Pasteur, 40 ans avant. Seulement, le professeur Klein est humilié, il commence à intriguer pour se débarrasser de son encombrant collègue. Monsieur Semmelweis prétend que nous transportons sur nos mains de petites choses qui seraient la cause de la fièvre puerpérale. Quelles sont ces petites choses, ces particules qu'aucun œil ne peut voir? C'est ridicule. Les petites choses de Monsieur Semmelweis n'existent que dans son imagination. Voilà ce qu'écrit le professeur Klein. Il finit par faire renvoyer Semmelweis de son service. Heureusement, quelques professeurs éminents, dont Skoda, soutiennent la méthode révolutionnaire de Semmelweis. Semmelweis revient à l'hôpital dans le service de Bartsch, mais désormais il est il n'est pas rémunéré. Il vient juste pour soigner, mais il n'a plus de salaire. Désormais, des discussions enflamment l'Académie des sciences de Vienne, mais la méthode Semmelweis remet en question une autre théorie qui prévaut chez les médecins de l'époque, celle qui prétend que les maladies viennent d'un déséquilibre des humeurs fondamentales. En outre, ces détracteurs arguent que le lavage des mains, c'est long, c'est contraignant, ça dure 5 minutes. Et comment faire admettre, en plus à d'éminents professeurs de médecine, qu'ils sont en fait responsables de la mort des patientes qu'ils étaient censés soigner? Semmelweis, encore maladroit, refuse d'expliquer en détail son raisonnement. Il ne veut rien publier. À l'époque, une théorie était reconnue et elle était publiée. Semmelweis ne veut pas le faire. C'est l'un de ses anciens professeurs et amis, Ferdinand Forbera, qui le fait à sa place en 1847. Semmelweis, néanmoins, étend le lavage aux instruments qui touchent les malades, à tout ce qui touche les malades. Même une personne qui vient visiter un malade ou un malade qui va voir un autre malade doit se laver les mains. La fièvre puerpérale disparaît de son service. Skoda, le fidèle ami et partisan, veut nommer une commission scientifique qui officialiserait la méthode de Semmelweis, mais c'était sans compter avec les luttes intestines et politiques qui paralysent la décision et en particulier les actions de Klein. Semmelweis obtient pourtant sa nomination de professeur non rémunéré en obstétrique, puis présente les conclusions de ses travaux devant l'association des médecins de Vienne. Certainement lassé de toute cette polémique et devenu indésirable à Vienne, il part pour Budapest très soudainement. Il ne prévient même pas ses amis, qu'il regrette beaucoup. Et en 1851, il obtient un poste à l'hôpital Saint-Roch de Pest et continue à correspondre avec de nombreux professeurs en obstétrique en Europe. Certains ne lui répondent même pas, en particulier des professeurs français. Mais en tout cas, dans son service, encore une fois,
pratiquement plus de fièvre puerpérale et bientôt, ces méthodes sont appliquées dans toute la Hongrie sur ordre du gouvernement hongrois. Semmelweis s'est marié, il se marie avec une femme qui s'est prénommée Marie, il a 5 enfants, il obtient une chaire de professeur en obstétrique théorique et pratique à l'université de Pest, il se constitue une clientèle privée. Tout semble finalement rentrer à peu près dans l'ordre et il finit par publier le résultat de ses découvertes dans un livre intitulé « L'étiologie de la fièvre puerpérale ». Mais ce livre a très peu de retentissement. Même certains professeurs lui écrivent et le critiquent. Et en juillet 1865, Semmelweis semble avoir fait une dépression nerveuse. Il commence à développer un sentiment une espèce de paranoïa, enfin, qui est suivi par un comportement de plus en plus inquiétant. Il est soit très agité, soit très distrait. Il sombre peu à peu dans la folie. Sa femme Maria décide alors de lui faire consulter un psychiatre célèbre à Vienne. Ils sont accueillis par l'ancien ami de Semmelweis, Ebra, qui est sous prétexte de lui faire visiter un nouveau sanatorium, le fait interner dans un asile psychiatrique des environs de Vienne à Döbling. Philippe Ignace essaie de s'enfuir, on lui passe la camisole de force et on l'enferme. Il meurt 2 semaines plus tard, le 13 août 1865, à l'âge de 47 ans, des suites des mauvais traitements infligés par ses gardiens. Quelle triste fin. Pendant près de 40 ans, les femmes vont continuer à mourir en mettant au monde leurs enfants, car les théories de Semmelweis devront attendre Louis Pasteur à la fin du 19e siècle pour que l'existence des germes soit démontrée, prouvée, et l'asepsie systématiquement appliquée. Je vais laisser la conclusion à Louis-Ferdinand Céline, qui écrit: enfin, Semmelweis puisait son existence à des sources trop généreuses pour être bien compris par les autres hommes. Il était de ceux, trop rares, qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau, vivre.